Totalement terrifiant et effrayant, l'éclair est le phénomène naturel le plus mortel et le moins résolu sur Terre. Au commencement de l'humanité, il représentait la colère de Dieu. Il frappait de terreur notre imagination et changeait la vie de ceux qui l'avaient subi. Les éclairs frappent sans discrimination et sans prévenir. Une centaine de fois par an, des hommes au hasard en sont les victimes. Certains tentent le diable en chevauchant une chaîne de montagnes élevées ou en prenant des photos dans un endroit désert. Mais les autres deviennent des victimes dans leur train-train quotidien, comme se rendre à la poste ou préparer un repas. Quand l'orage arrive, il est préférable de se mettre à l'abri. Seulement parfois, il est impossible de s'abriter. On ne sait comment ni pourquoi l'éclair frappe à un endroit pourtant couvert. Cela reste inexpliqué. La grande escalade dans la chaîne de montagnes, dans la Sierra Nevada, s'appelle le mont Whitney, un des points culminants des États-Unis. Tous les ans, des milliers de randonneurs se rendent à l'est de la Californie pour gravir ses 4418 mètres d'altitude. Le matin du samedi 14 juillet 1990, Michael Wasson et son beau-frère, Terry Nabourse, se préparaient à franchir le sommet du mont Whitney. Ils avaient décidé de grimper jusqu'en haut dans la journée et d'effectuer une boucle afin de regagner le refuge juste avant la tombée de la nuit. Le bulletin météo de la station des gardes forestiers de Inyo annonçait qu'il y avait un léger risque d'après-midi orageux, comme souvent en été. Tandis que Michael et Terry atteignaient les 3300 mètres, les sentiers boisés cédaient la place à un chemin difficile de pierres et de rocailles, et l'air se raréfiait. Mike était sans conteste en meilleure forme que moi, et dans les passages difficiles, je m'appuyais sur lui. Mais nous devions maintenir notre allure jusqu'au sommet, sinon nous aurions dû rebrousser chemin. Au croisement d'un chemin, à leur retour, ils arrivaient à un col, où ce qu'ils virent à l'est et à l'ouest leur parut consternant. Nous avons observé que le ciel était recouvert de nuages. Certains d'entre eux annonçaient la pluie, mais la plupart étaient assez loin. Mais ce que Michael et Terry ne pouvaient voir, c'étaient ces nuages orageux menaçants de l'autre côté de la montagne. Ils ont donc poursuivi leur marche. Bientôt, au détour d'un chemin de pierre, la cime fut en vue. Atteindre le sommet s'avérait maintenant chose facile, encore 150 mètres à monter. Mais le temps changeait rapidement. Ça s'est passé tellement vite, un peu comme si le nuage nous était brusquement tombé dessus. Il était à peine 5 heures du soir. La température chutait très vite. La pluie et la grêle se sont abattues sur les pierres nues. Les randonneurs cherchèrent un abri. Pendant 10 bonnes minutes, nous avons regardé partout, recherchant le moindre recoin pour nous abriter. Mais à cette altitude, cela ne court pas les rues. Il y a bien les éboulis, des morceaux de rochers éparpillés de tous les côtés, mais rien d'assez grand pour s'abriter et se protéger à cette hauteur. Un éclair frappa un morceau de granit. Le seul abri que Michael a pu trouver était une légère saillie au milieu des rochers. Nous étions pratiquement entièrement exposés. Imaginez-vous cherchant un abri dans un parking ressemblant à un désert. Alors quand nous avons trouvé ce petit coin de rocher, cela nous a semblé le paradis. Un véritable feu d'artifice d'éclairs striait le ciel sombre. Terry et Michael, sous-équipés pour un tel temps, étaient trempés jusqu'aux os. Pour se protéger de cette pluie glacée, Terry sortit une couverture de survie de son sac à dos. Ils prirent chacun un coin de la couverture pour la maintenir devant le surplomb rocheux. On avait un peu plus chaud et nous étions assis depuis à peine 30 secondes que cette idée m'a traversé l'esprit. Cette couverture était fabriquée avec une sorte de matériau métallique. La seule chose dont je me souvienne était la phrase de Michael me demandant la notice de la couverture pour voir si elle était contre-indiquée par temps d'orage. C'est juste à ce moment que l'éclair a frappé, réduisant la couverture en miettes et plaquant les deux hommes contre les rochers. Je me souviens avoir pensé, est-ce la fin du monde? Qu'est-ce qui se passe tout autour? Et puis j'ai réalisé que je ne rêvais pas. Petit à petit, j'ai retrouvé mes sens et je me suis entendu pleurer. Et j'ai entendu pleurer Terry.
Terry était allongé, il tremblait, saisi de convulsions comme dans une sorte de crise. Alors j'ai compris ce qui s'était passé. Nous avions été électrocutés. J'ai regardé le sol et j'ai vu que mes jambes tremblaient elles aussi. Michael avait l'impression que son corps se consumait sous une chaleur terrible. Il a rapproché ses jambes de son buste et tenté de rouler hors des rochers pour découvrir d'où venait ce feu. Pas de flamme. Mais sa peau avait pris une couleur brillante et pourpre et il avait visiblement les mains et les doigts brûlés. J'ai regardé sous le rocher. Terry était là. Il était secoué de spasmes et de tremblements et un son épouvantable sortait de sa bouche, comme le cri primaire. Michael a traîné Terry hors du rocher et lui a mis une paire de lunettes de soleil dans la bouche pour éviter qu'il ne s'étouffe avec sa langue. J'ai pensé que c'était le plus gros problème, jusqu'à ce que brusquement tout s'arrête. Le bruit a cessé, tout mouvement avait stoppé. Il était juste... Terry avait cessé de respirer. Michael pratiqua la respiration artificielle sur le corps inanimé de son beau-frère. Il m'a bien fallu 15 minutes avant que je réalise qu'il ne revenait pas à lui. Pendant ce temps, les éclairs n'avaient pas diminué. Ils continuaient de craquer tout autour de moi et parfois je ressentais les fourmillements de la décharge électrique qui s'enfonçait dans le sol. Michael a essayé d'envoyer de l'air dans les poumons de Terry. Quelques minutes plus tard, Terry ouvrit les yeux. J'ai dit, « Terry, nous avons été frappés par la foudre. Nous devons dégager d'ici. » Et sa réponse immédiate fut, « Que s'est-il passé ?» J'ai répété, « Terry, nous avons été frappés par la foudre. » Terry avait une vertèbre cassée, des brûlures sur le visage, les mains et les chevilles. Michael l'a aidé à se remettre sur pied et a soutenu son corps affaibli. Ils confrontèrent leur opinion pour savoir s'ils cherchaient un autre abri ou s'ils rebroussaient chemin. C'était juste une question de temps avant que la foudre ne frappe de nouveau. J'ai vu la zébrure d'un éclair devant nous. La décharge nous passait le long des jambes et c'est ce qui a dû se produire. Je pense qu'au moment où Mike a pris la décision, il avait de loin la charge de l'expédition. Il a jugé que nous devions redescendre. Ils entamèrent leur descente aussi rapidement que possible. Épuisés et grelottants, ils dévalèrent les pierres enneigées et prirent des raccourcis difficiles à travers les sentiers. Je parlais sans ménagement à Terry pour le faire avancer. Je lui disais, « Terry, veux-tu encore revoir ta femme et tes enfants ?» Je pensais vraiment que si j'avais pu me reposer un instant, j'irais mieux. Et s'il n'avait tenu qu'à moi, je serais resté et nous ne serions jamais revenus de la montagne. Ayant survécu à 2 éclairs fulgurants, Terry et Michael craignirent ensuite de mourir d'hypothermie. Finalement, après 4 heures de lutte, ils trouvèrent un camping. Les campeurs enroulèrent les randonneurs gelés dans des sacs de couchage et leur donnèrent de la soupe chaude. La nouvelle de randonneurs accidentés avait été diffusée sur les radios des autorités du comté de Ligneau. Une équipe de secours se dirigeait vers la montagne et vers minuit, ils atteignirent Michael et Terry. Ils nous ont auscultés afin de voir s'il n'y avait aucune fracture et brûlure sérieuse et si nous étions suffisamment d'aplomb pour passer la nuit au camping. Finalement, nous avons pu rester la nuit sous la tente. Le lendemain matin, Terry a été aéroporté à l'hôpital. Michael a choisi de rentrer seul. Je repensais à cette randonnée. On était près du sommet et on a dû faire demi-tour dans des conditions atroces. Je sentais que j'avais vraiment besoin d'évacuer toute cette tension par ma propre volonté. Même si la plupart d'entre nous sommes conscients de notre vulnérabilité au beau milieu d'un orage et d'éclairs impressionnants, nous ne réalisons pas combien les scientifiques ont encore beaucoup à apprendre au sujet de ces éclairs mortels. On ne comprend pas exactement comment ils frappent la Terre. On ne comprend pas non plus comment cette connexion se fait quand il frappe et pourquoi, pas plus que nous savons quand il démarre d'un nuage. Martin Humann est l'un des chercheurs les plus renommés au monde sur les éclairs. Pendant 25 ans, il a essayé de comprendre ces détails mystérieux autour d'eux. Les chercheurs croient que les éclairs sont une réaction électrique apportée par des déséquilibres de courant dans les nuages orageux.
L'éclair est une version amplifiée de la petite décharge électrique que vous ressentez quand vous vous êtes frotté à une couverture et que vous touchez une poignée de porte. C'est une décharge de quelques millimètres. L'éclair mesure 16, 80, parfois 100 km de long. Chaque année, de plus en plus de randonneurs sont confrontés à cette force impressionnante de la nature. Trop tard, souvent pour s'abriter, ils sont blessés ou tués. Pourquoi sommes-nous si vulnérables? Les gens sont frappés par l'éclair, soit parce qu'ils sont sur un point culminant, ou soit parce qu'ils sont connectés à l'objet le plus élevé autour d'eux. En étant les plus hauts dans un champ ou au sommet d'une montagne, ils offrent une connexion possible avec le sol. La personne se tient debout et le circuit est complet. À haute altitude, trouver un abri dans les montagnes est presque impossible. Michael et Terry pensaient être protégés par un piton rocheux, mais l'éclair peut frapper et faire mal, même indirectement. Quand il frappe dans les montagnes, une personne peut essayer de se cacher derrière des pierres. Mais quand il pleut à torrent et que les éclairs déchirent le ciel tout autour du rocher, le courant traverse l'eau, puis est conduit par elle dans les moindres trous de ce rocher. Vous n'avez ainsi pas beaucoup de protection. Déterminés à finir la randonnée qu'ils avaient commencée, Michael et son beau-frère Terry retournent au mont Whitney et partent à l'ascension du sommet. Le temps est clair, le ciel dégagé, mais ils se souviennent des éléments déchaînés. Quand vous faites l'ascension d'un sommet, il existe certains risques non calculés, mais vous tentez votre chance. Vous savez que vous n'avez aucun contrôle sur la nature, il faut seulement l'accepter. Je me sentais comme la première fois il y a fort longtemps. J'étais vraiment arrivé à apprécier le temps qui m'était offert sur la terre et à en profiter au maximum. Vous ne savez jamais quand votre fin arrivera. L'électrocution elle-même dure une fraction de seconde, mais les dégâts occasionnés durent toute la vie. Un nombre impressionnant de gens survivent à une électrocution parce qu'ils ne reçoivent pas la décharge maximale. Sans en être totalement sûrs, des scientifiques pensent que la décharge passe le long du corps et non à travers lui. Mais qu'est-ce qui peut endommager le système nerveux et changer les fonctions cérébrales? Et ainsi que l'a découvert une Californienne, il n'existe aucun remède. Par un froid matin de septembre en 1991, Joyce Hodge quitta sa maison de San José en Californie pour se rendre à son travail. De gros nuages noirs commençaient à assombrir le ciel matinal. Au travail, Joyce se prépare une tasse de thé, puis ayant mis ses écouteurs, elle s'installe à son bureau. Son pied droit, posé sur un petit radiateur électrique métallique, Joyce regarde la pluie frapper les carreaux. Ses collègues se plaignaient de ce temps épouvantable alors que Joyce était fascinée. Mais alors que la tempête semblait s'atténuer, elle s'est sentie mal à l'aise. L'éclair a été si intense que vous pouviez l'entendre crépiter comme s'il se trouvait dans le bureau, et le tonnerre a secoué tout le bâtiment. Brusquement, un éclair a illuminé le ciel tandis que le tonnerre a grondé en même temps. Le bâtiment avait été touché. La décharge électrique de l'éclair voyageant à travers les lignes téléphoniques a atterri dans les écouteurs de Joyce. Le courant attiré par le petit radiateur électrique métallique lui a aussi traversé le pied. Immédiatement, Joyce a ressenti de la douleur et s'est sentie mal. J'ai pensé que j'avais une crise cardiaque. J'ai commencé à ressentir une vive douleur dans le buste et le bras droit. Consciente que quelque chose n'allait vraiment pas, Joyce a voulu en parler à sa patronne, mais elle était incapable de sortir un mot cohérent. Plus tard, elle m'a dit avoir eu l'impression que je parlais chinois. Elle ne comprenait rien de ce que je lui racontais. Son état empirant, son bureau appela une ambulance. En voulant me lever pour me rendre à l'hôpital, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus tendre ma jambe droite. Parce qu'à chaque fois que j'essayais de la redresser, c'était comme si l'on m'enfonçait un poignard dans le cœur. Brusquement, alors qu'elle était transportée par l'équipe médicale, sa douleur a disparu. Elle fut envahie par une sensation de chaleur et de bien-être. C'était comme une lumière éclatante.
J'avais l'impression d'être dans un nuage. C'était chaud et radieux et je me suis sentie totalement en paix. Cette étrange sensation de calme fut brève. À l'hôpital, les médecins ne trouvèrent pas la cause de cette douleur intense. Beaucoup d'entre eux ne prennent pas trop au sérieux les plaintes des gens électrocutés parce que les dégâts internes de l'électrocution ne se voient ni dans les examens standards, ni à la radio. Les spécialistes, eux, pensent que les dommages ne peuvent être vus car ils se situent au niveau cellulaire. Notre corps entier travaille par impulsion électrique. Soit vos nerfs, ou les muscles, ou votre rythme cardiaque, tout est électrique. Il n'est donc pas déraisonnable de penser que même si vous transmettez de minuscules charges électriques à travers votre corps, vous ne pouvez provoquer des changements réversibles ou irréversibles dans les enzymes et les mécanismes cellulaires. Les séquelles nerveuses ne peuvent être signalées au cerveau que par la douleur, l'irritation ou un comportement inhabituel de la personne. Il ne restait pas une seule partie de mon corps qui n'avait pas été touchée. J'avais mal partout aux yeux et je ne pouvais plus me coiffer car même mes cheveux me faisaient souffrir. Marcher était devenu impossible. Je rampais, je ne pouvais plus marcher. Après 2 jours d'hospitalisation, Joyce est rentrée chez elle. Sa douleur et sa souffrance restèrent inexpliquées. Au fil du temps, à ses maux physiques, Joyce dut ajouter des changements dans son comportement alimentaire, une soif constante, puis un assèchement de la peau, de l'insomnie et une perte de cheveux. La température de mon corps changeait tout le temps. Je ne pouvais dormir sans ventilateur et parfois mon corps était si brûlant que j'avais l'impression d'être chauffé à blanc. Mais actuellement, particulièrement du côté droit, j'ai des problèmes osseux. Je les sens comme des glaçons. Cela fait mal, vraiment trop mal. Et il n'y a rien à faire pour me soulager. Mentalement, Joyce se bat avec d'autres symptômes l'affaiblissant, comme la perte de mémoire et des changements dans sa personnalité. Avant, je faisais partie de la chorale de ma paroisse. J'enseignais le langage des signes et je faisais le catéchisme. Maintenant, j'ai tout oublié. Je ne me souviens ni des signes, ni des versets de la Bible, ni d'aucune chanson. J'aimais la compagnie. Je me sentais plus sereine au milieu des gens que toute seule. Maintenant, pour être apaisée, Joyce passe le plus clair de son temps dans son jardin à s'occuper de ses fleurs et de ses légumes. Quand la négligence d'un voisin a abîmé son jardin, Joyce a été pris d'une monstrueuse colère, une autre séquelle de son électrocution. Je pensais alors que la seule chose qui pourrait me calmer serait de le tuer. Je suis restée dans cet état pendant 3 jours. Je ne dormais plus, j'ai pleuré 3 jours. J'ai été totalement déprimée par cette situation qui n'était que broutille. Et pendant tout ce temps, je ne rêvais que d'une chose, comment tuer mon voisin le plus proche. Finalement, la colère de Joyce est retombée, la laissant effrayée par ce qu'était devenu son fonctionnement de pensée. Après, je me rendais compte que c'était fou. Mais durant ce laps de temps, rien ne me semblait logique. Ma raison n'existait plus. Et cela est extrêmement dur pour moi. Vous comprenez? On ne sait pas très bien pourquoi certaines personnes survivent à une électrocution. Même si la radioactivité de l'éclair est 6 fois plus importante que celle du Soleil, beaucoup d'énergie se dissipe dans l'air avant d'atteindre le sol. Peu de choses sont connues des séquelles à long terme sur le corps humain. Le docteur Mary Cooper est l'un des chercheurs de l'Université d'Illinois à Chicago, spécialiste des effets médicaux de ces électrocutions. Elle a enregistré les dommages causés par les éclairs sur l'homme depuis 20 ans. La chose la plus difficile pour les victimes est de ne pas être cru. Si vous êtes touché par un éclair, la plupart du temps, vous serez observé sur l'extérieur de votre corps et non à l'intérieur. Et pourtant, vous n'êtes plus le même. Votre charge électrique ne fonctionne plus correctement et votre cerveau a changé de directive. Un autre chercheur, Margaret Primo, est neuropsychologue à l'école de médecine de Chicago.
Elle affirme que le système nerveux et les vaisseaux sanguins sont particulièrement vulnérables à l'électricité parce qu'étant liquides, ils offrent un passage facile pour le courant. Nous savons aussi que le courant entre dans la tête par les orifices, tels que les yeux, les oreilles, le nez et la bouche. Et qu'y a-t-il entre vos yeux et vos oreilles? Votre cerveau. Aussi est-ce évident que le courant traverse le cerveau, même si la personne ne semble pas reliée à quoi que ce soit par sa tête. Utilisant une technique nouvelle et controversée, l'électroencéphalogramme quantitatif, QEEG, le cerveau de Joyce est analysé. Les résultats ont été décryptés par le neurologue Fernando Miranda. Dans le cas de Joyce, les parties du cerveau ne fonctionnant pas correctement sont frontales, ainsi que son côté droit. Cela pourrait affecter son jugement en lui influant des pulsions incontrôlées et une mauvaise orientation de sa mémoire spatiale. Margaret Primo pense que ce type de dégâts du cerveau pourrait expliquer la colère subite de Joyce. C'est une perte apparente de la personnalité. Je ne pense pas que ce soit un nouveau trait de personnalité n'ayant jamais existé chez elle. Elle devait l'avoir en elle, mais auparavant, elle le maîtrisait et le contrôlait. Pour Joyce, qui ne se souvient même plus de son âge, ni qu'autrefois elle aimait les éclairs, une guérison complète lui semble utopique. Les nombreux médicaments prescrits au fil des ans lui ont offert des soulagements, mais pas le vrai remède. Le système nerveux central ne guérit pas. Celui en périphérie se détériore encore. Quant à la moelle épinière, aucun changement. Ainsi, puisqu'il semble y avoir des dommages permanents dans le cerveau lui-même, elle ne guérira pas. Avec l'avancée de la recherche, le docteur Cooper pense qu'un jour, de nouveaux médicaments pourront apporter la guérison aux dommages neurologiques du cerveau subis par les victimes de l'électrocution. Mais pour l'instant, la guérison dépend des amis, des médecins et de sa volonté à survivre. Longtemps, j'ai regretté de ne pas avoir été tuée. Je voulais mourir. Mais maintenant, j'ai fait le point et cela va mieux pour moi. Les choses sont normales. En moyenne, chaque seconde, des centaines d'éclairs frappent quelque part dans le monde. Les chances d'être électrocuté par l'un d'eux sont de 1 sur 500 000. Incroyablement, une femme l'a été non pas une fois, mais 3 fois. À 1h de l'après-midi, le 15 septembre 1983, Linda Cooper finissait son travail. Le temps à Fort Myers avait été orageux toute la matinée. Mais juste au moment où elle s'apprêtait à effectuer quelques courses, le ciel menaçait de virer à l'orage et à la pluie. La Floride est une région à tempête. Tout le monde le sait, mais on n'en tient pas compte. Je devais me rendre à la banque et à la poste. Aussi, j'ai pris le risque et j'y suis allée. Linda a quitté la banque et se rendit à la poste. Elle s'arrêta sur le bord du trottoir, juste devant l'entrée. J'avais juste un petit collier et quelques lettres à poster et besoin d'acheter des timbres. Une banale course à la poste. Alors que je marchais et m'apprêtais à franchir la porte, l'éclair a frappé. J'ai cru qu'une grenade avait explosé à mes côtés. La lumière était la plus éblouissante lumière que j'ai vue et le bruit assourdissant. Un éclair avait frappé le mât devant le bureau de poste, et ensuite Linda. Elle avait été projetée sur le sol. Je crois qu'il a traversé le mât et m'a frappé sur la tête parce que j'ai un endroit sur celle-ci qui semble plus fragile. Il y a une légère coupure qui montre que c'est par là que le courant est entré dans mon corps. Depuis ce jour, Linda est soumise aux mêmes symptômes dont souffrent les autres victimes. Fatigue chronique, douleur, perte de mémoire et maux de tête persistants. Malgré ses dommages et sa peur, Linda est heureuse malgré tout d'être encore en vie. Cet accident a changé ma vie et je sais que c'est définitif. J'ai perdu beaucoup de temps avec ma fille adolescente. Je dormais alors que j'aurais pu faire tant de choses avec elle. Cela a bouleversé ma version antérieure des choses et me fait apprécier chaque instant de la vie comme un cadeau. Linda a passé les 10 années suivantes à reconstruire sa vie, en partie détruite par la foudre et dans la crainte des orages.
Je faisais très attention aux éclairs. Je ne téléphonais pas. Je ne faisais pas la vaisselle ni la lessive. Enfin, rien de ce qu'il n'était pas recommandé d'effectuer par temps d'orage. En mai 1993, Linda discutait au téléphone avec sa fille lorsqu'un orage digne de la Floride éclata. D'un seul coup, un courant électrique passe par le téléphone, me frappe sur le côté de la tête et ébranle notre maison. J'ai hurlé et lâché le téléphone. Mon mari est arrivé en courant. Frappée pour la seconde fois, Linda a été effrayée plus qu'elle n'a été blessée. J'ai ressenti les mêmes fourmillements que lorsque vos nerfs bougent tout seuls. Et je restais là en état de choc en me disant « Oh non, mon Dieu, s'il vous plaît! Oh non, pourquoi ?» Cette fois-ci, la douleur et la fatigue n'ont duré que quelques mois. L'année suivante, Linda et sa famille voyageaient en Caroline du Sud où les orages ne sont pas réputés violents. Quand l'orage a éclaté le 11 juillet 1994, l'expérience avait appris à Linda ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Je ne devais pas faire la lessive ni me servir du moindre ustensile électrique. Le dîner cuisait dans un récipient et Linda était assise à la table de la cuisine en train de travailler quand elle décida de préparer un dessert. Ma famille aime les desserts. Ils adorent la gelée aussi. Je prépare cet entremets et le place dans le réfrigérateur. Puis j'ai voulu laver le récipient. Je me suis dirigée vers l'évier et lorsque j'ai tourné le robinet, l'éclair a craqué puis le courant est passé le long de mon bras. Cette fois-ci, je l'ai senti. Mon bras était en feu. Je suis allée vers le réfrigérateur, j'ai ouvert le congélateur et j'ai mis le haut de mon corps et mon bras dedans. Et je suis restée là, essayant de me calmer. Linda est restée assise, frigorifiée, jusqu'à ce que son mari la trouve 2h30 plus tard. Je l'ai juste regardée et me suis mise à pleurer. « Chérie, lui ai-je dit, elle m'a encore frappée. » Il m'a pris, m'a serré en me demandant « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Subissant encore une fois traumatismes et nausées, Linda est restée avec beaucoup de questions sans réponse. Notamment une. Pourquoi? Pourquoi certaines personnes attirent-elles la foudre? Quelqu'un qui est frappé plusieurs fois par la foudre est seulement victime du hasard, car rien dans l'individu ne laisse voir quelque chose de spécial. Il n'y a rien de commun entre ces victimes, hormis qu'elles sont peut-être plus souvent dehors que les autres. Qu'elles aient été électrocutées plusieurs fois ou juste une fois, les victimes sont souvent réticentes à parler de leurs expériences. Elles se sentent embarrassées et sont fatiguées de ne pas être crues. Une association appelée Victimes internationales de la foudre et des courants électriques a été créée en 1987 pour aider les survivants à raconter leur histoire. J'ai été électrocutée 3 fois. La première fois, je vivais en Floride. C'était en 1983. À ce moment-là, je ne connaissais personne qui avait été frappé par la foudre, mais maintenant j'en côtoie. Je m'aperçois que nous ressentons tous les mêmes symptômes. Il arrive aussi que la foudre frappe lors des sports de loisirs en plein air. Beaucoup de golfeurs, entre autres, furent électrocutés lors des compétitions annuelles. Un homme se trouvait dans son allée, nettoyant les vitres de sa camionnette lorsque la foudre l'a touché. La foudre est arrivée et a frappé ma camionnette. Comme je faisais conducteur avec mon véhicule à cause de l'eau, elle est descendue le long de mon côté gauche. Ce qu'il faut retenir des paroles des survivants, c'est leur expérience, et surtout écouter et apprendre de leurs erreurs. Le plus important pour moi est d'apprendre aux gens à ne pas faire n'importe quoi en cas d'orage. Ne pas jouer au golf par temps orageux, il y aura bien d'autres jours pour jouer. Ne travaillez pas dans les champs, ne vous promenez pas sur la plage sous les éclairs. Soyez prudents avec la foudre, car elle est puissante et peut vous blesser, voire vous tuer. La fureur de la nature a alimenté pendant des siècles les mythes fantastiques et les légendes. Même si la science peut expliquer beaucoup des phénomènes observés dans le ciel, beaucoup croient encore au mystère et à une puissance divine derrière les éclairs. Un photographe amateur pense qu'il a saisi cette présence surnaturelle sur un cliché. Comme beaucoup de photographes qui chassent l'éclair, Steve Melvin a une relation particulière avec les orages déchaînés.
Alors que les chasseurs tirent sur les animaux, les trophées des photographes ne sont qu'un cliché. Un photographe attendra souvent longtemps avant de capturer la photo unique, celle qu'il recherche et qu'il exposera chez lui. Au fil des ans, avec son appareil, Steve a pris beaucoup de photos devant sa maison de Madison, dans l'Ohio. Le soir du 12 juin 1989 était lourd et humide. Un orage menacé par l'est avança progressivement par le lac Erie. Steve, ayant regardé la dernière météo télévisée annonçant la tempête, se préparait pour ce qu'il pensait être une série d'éclairs exceptionnels. J'ai pensé que je devais installer 2 appareils photo et 2 trépieds et tout poser sur les hauteurs, puis commencer à chronométrer le temps entre les éclairs pendant que l'orage se déplacerait. Il a noté l'avancement de la tempête toutes les 15 minutes. À minuit, elle est apparue sur l'horizon juste devant sa maison. L'éclair que Steve attendait déchirait maintenant le ciel noir. J'avais l'impression de voir un éclair unique qui me semblait magnifique. Je me suis dit, c'est peut-être ma nuit. Steve a mis son appareil photo en batterie dans la bonne direction. Il a ouvert l'obturateur et a regardé les éclairs à travers la lentille. Il a ensuite avancé la pellicule pour une nouvelle photo. L'éclair s'est montré. Il a pressé le déclencheur à nouveau. Brusquement, il s'est passé un truc bizarre dans l'air, comme une sensation de vide. Le poil de mes bras se hérissait. Je savais à ce moment-là que ce n'était pas normal. Steve a voulu tout ranger et rentrer au plus vite, mais il ne pouvait pas bouger. C'était comme si j'étais cloué au sol, les cheveux dressés sur la tête. J'entendais des chuintements comme un steak sur le grill, juste un... Et ce fut la dernière chose que j'ai entendue. Le chuintement a été suivi immédiatement par une nouvelle étincelle blanche et lumineuse. Tout ce qui se passait autour de moi était incroyable, inexplicable. Comme si j'avais été drogué, un sentiment de calme et de paix. J'ai commencé à pleurer. Je ne savais même pas pourquoi. Ce n'était pas la peur, mais pourtant quelque chose de grave arrivait. Tous les problèmes et les ennuis, tout ce qui m'était arrivé semblait s'être envolé. Steve se souvient ensuite qu'il était couché sur le dos. Les éclairs zébraient le ciel autour de lui et la pluie lui inondait le visage. Il a attrapé son appareil photo et a foncé chez lui. La sacoche de l'appareil semblait fondue. J'avais très peur. J'avais réalisé qu'il avait dû se passer des choses, mais j'étais encore en vie. Je suis émerveillé par tout ce qui m'est arrivé. L'appareil photo abîmé a été démonté par un technicien. Le film, qui n'avait pas été détruit, fut enlevé et développé. Le développement s'est révélé un tirage comme Steve n'en avait jamais vu auparavant. Quand j'ai regardé cette pellicule pour la première fois, c'était un peu comme si les éclairs venaient des nuages. Cela ressemblait à des fantômes dont on distingue presque les corps. Vous pouviez voir 2 trous. Était-ce les yeux, une partie d'un bras, 2 jambes, un torse? C'était effrayant. Pendant des années, Steve a lutté pour trouver une explication aux émotions qu'il avait ressenties. Était-ce comme un état proche de la mort? La photo prouve, dit-il, la présence d'une force spirituelle. Ces photos ont capté des images que personne ne peut expliquer, un phénomène hors du commun. Le chercheur Martin Houman ne sait que penser de ces photos. Il y voit des éclairs, mais la façon dont Steve a pris la photo les montre à l'envers. C'est une photo d'un nuage qui forme un éclair. Il y a le canal principal vers le sol et ici le bras fourchu. Et là, des stries. Mais la question est, qu'est-ce que c'est? Et je ne connais pas la réponse. En fait, tout le monde a sa propre idée de ce que cela pourrait être. Une fois, j'ai eu le point de vue d'un médium qui m'a dit que j'avais photographié ma propre âme. C'est impossible de dire ce qui s'est réellement passé. Certains disent que c'est l'eau sur la lentille ou que l'appareil photo a subi un trop long temps d'exposition. Le météorologue et pasteur André Bernier croit que ces opinions peuvent être plausibles. Toutefois, il reste toujours les spéculations sur les mystérieux desseins de Dieu. Les voies de la providence, dit-on, sont impénétrables.
J'ai examiné attentivement la photo afin d'y chercher tout d'abord une explication rationnelle. Mais que dire de cette étrange forme humaine que l'on distingue? Il n'existe pas d'explication claire. Bien sûr, il serait vraiment intéressant et plus simple de croire qu'il y avait quelque chose d'éthéré, de spirituel saisi par la pellicule. Ce côté éternité, je doute que nous le connaissions un jour, mais c'est bon de le croire. Certaines des expériences physiques de Steve sont similaires de celles d'autres personnes ayant approché de près les éclairs. Il décrit ses cheveux se dressant sur sa tête comme un avertissement qu'un éclair va frapper. Quand l'éclair descend sur le sol, il vient à proximité de la surface et semble regarder autour de lui dans un rayon de 45 mètres, cherchant l'endroit où frapper. Les arbres, les pointes, les pôles puissants, les cheveux des gens qui se dressent, tout est un conducteur potentiel. Et lorsqu'il le trouve, il frappe. Steve a aussi expliqué que lorsque l'éclair a frappé le sol, il n'avait pas entendu de coup de tonnerre, mais juste un chuintement. Une autre indication qui prouverait qu'il était vraiment proche du point d'impact. Le tonnerre est causé par un réchauffement extrêmement rapide de l'air proche du noyau de l'éclair. Il se propage partout sur 45 à 90 km aux alentours. Et puis les ondes se replient sur elles-mêmes. Tout ceci s'effectue en un millième de seconde et produit à la fin une seule onde sonore qui est le tonnerre. Si vous êtes à l'intérieur de ce premier son, tout ce que vous entendrez sera un petit tintement, un craquement ou un crépitement. Ce qui reste inexplicable est ce mystérieux sentiment de paix et de calme ressenti par Steve. Joyce aussi l'a vécu, ainsi que le randonneur Michael Wasson. C'était vraiment tentant de fermer les yeux et de me laisser porter par l'instant par cette sensation de douce chaleur. Mais j'étais persuadé que si je m'abandonnais à cela, c'est exactement ce qui se passerait pour moi. Ce serait la fin. Maintenant, Steve Melvin est plus prudent quand il chasse les tempêtes avec son appareil photo. Il espère qu'un jour viendra où quelqu'un lui expliquera ce qu'il a photographié. La puissance de la foudre frappant directement peut être fatale. Mais peut-on réellement guérir d'une seule petite décharge ? Presque tous les survivants à une atteinte de la foudre souffrent de graves problèmes médicaux. Quelques-uns seulement affirment être guéris. En juillet 1993, Betty Galvano est tombée et s'est fracturé la hanche. Pour replacer l'os correctement, 10 broches en acier ont été implantées dans son fémur droit et dans l'os iliaque. Pendant un an, elle s'est déplacée avec un déambulateur, puis avec une canne. Sa lente guérison était un grand changement dans sa vie, habituellement active. J'ai toujours été une personne très active et subitement je me retrouve réduite à ne pas pouvoir faire grand-chose. Chaque fois que je me levais pour marcher, ma jambe me semblait lourde comme un sac de sable. Alors je restais là debout à faire la grimace, puis je me disais « Allez, je vais faire cette balade ». Betty, fervente catholique, a demandé à ses amis de prier avec elle pour un prompt rétablissement. J'ai toujours prié pour ma jambe, parce qu'à l'église, il m'est très pénible de m'agenouiller. Le samedi 11 juin 1994, Betty a assisté à la messe de l'après-midi et s'est confessée. Puis elle a regagné la maison de son fils, à Fort Lauderdale, chez qui elle séjournait. Aux alentours de 5 heures du soir, Betty se trouvait dans la cuisine en train de couper des brocolis. Dehors, la tempête approchait. La fenêtre était ouverte, mais les stores baissés empêchaient Betty de voir les sombres nuages orageux. Brusquement, un coup de tonnerre terrible éclata, et il m'a semblé que la cuisine entière était éclairée. Cela m'a ébranlé de partout. Le couteau a volé dans les airs et les brocolis se sont éparpillés dans la cuisine. Je tombe à la renverse et immédiatement je ressens comme des millions et des millions d'aiguilles qui me transpercent le pied. Ma jambe était tout engourdie et je ne pouvais plus bouger mon genou. Le mari de Betty se précipita pour la prendre dans ses bras et la porter sur le canapé. Il lui massa la jambe jusqu'à ce que l'insensibilité disparaisse. Tandis que j'étais étendue, je regardais par la fenêtre. Je voyais le jardin et une partie d'arc-en-ciel.
C'était tellement beau que je me suis dit que Dieu me protégeait. Je me sentais vraiment entre les mains de Dieu. Et lorsque enfin j'ai pu me lever et me tenir sur mes jambes, cette sensation de lourdeur dans ma jambe avait totalement disparu. Au contraire, je la sentais pleine d'une toute nouvelle énergie. Quand sa fille est rentrée de son travail le soir, elle a tout de suite remarqué un changement dans l'attitude de sa mère. J'ai observé une énorme différence dans sa façon de marcher. Elle ne se plaignait plus. C'était tellement fou car je savais combien elle souffrait. Elle aurait pu se tuer sous la douleur. Betty suppose que l'éclair est entré par la fenêtre ouverte ou par l'évier jusqu'à ses pieds nus. Le lendemain, elle s'est rendue à l'église pour raconter au prêtre ce qui s'était passé. Il a émis une sorte de rire et m'a dit que j'avais été assommée par l'esprit. Et c'est bien le genre d'explication à laquelle je crois pour cette guérison. Est-ce le courant électrique de l'éclair qui a soulagé la jambe de Betty, ou une sorte de placebo, une excuse pour expliquer sa croyance dans sa guérison presque miraculeuse? Médicalement, d'après les experts, une éventualité de guérison est toujours possible, d'autant qu'il reste énormément de facteurs inconnus au sujet des éclairs. De plus, les décharges électriques sont parfois utilisées pour guérir des dépressions ou des fractures. Mais dans le cas d'une guérison accidentelle, les spécialistes doutent. Il existe des histoires autour de gens sourds ou aveugles guéris par la foudre. Après avoir été frappés par la foudre, cela engendre inévitablement des dégâts au niveau du système nerveux. Il se passe des connexions et des déconnexions du système électrique. Et je ne pourrais pas dire que ce genre de miracle est impossible. Mais parler des événements séparément est plus facile que dans leur globalité. J'ai appris une chose en écoutant tous ces gens, garder l'esprit ouvert afin d'être capable de les écouter et de s'imaginer ce qu'ils avaient pu subir. En général, la foudre a plutôt tendance à les rendre malades plutôt que bien. Aussi, merci mon Dieu s'il rend la guérison possible. Mais je ne conseillerais jamais à quelqu'un de se tenir sous l'orage pour guérir tous ces maux. Pour en savoir plus sur tous ces mystères entourant les éclairs, des scientifiques du monde entier poursuivent leurs recherches dans un laboratoire d'une université en Floride. Ils créent des éclairs artificiels en envoyant des fusées dans les nuages orageux qui se forment souvent dans cette région. Il est difficile d'étudier les éclairs car ils n'éclatent jamais quand vos instruments sont prêts à enregistrer des mesures. D'où l'avantage de ce programme éclair sur mesure. Avec ces fusées reliées à des conducteurs, nous forçons les nuages à produire un éclair que nous conduisons où nous voulons. Étudier les survivants de la foudre est évidemment plus délicat, parce que des sujets humains ne peuvent pas être exposés à des décharges électriques, même contrôlées. Pour les chercheurs, c'est le mystère qui les entoure qui leur fait vouloir les écouter, afin qu'un jour ils puissent comprendre pourquoi certains survivent et d'autres pas. Chaque cas d'électrocution est différent. Tout dépend de la force en charge électrique de l'éclair ou des vêtements portés par les victimes, ainsi que le fait qu'ils aient été secs ou mouillés. Il n'existe vraiment aucune explication rationnelle. Et je pense qu'il coulera encore beaucoup d'encre avant que l'on soit capable d'expliquer ces phénomènes. C'est cette mystérieuse photo qui m'intéresse, car ce n'est pas toujours la même représentation. On a l'impression que ce sont deux éclairs différents et on ne sait pas pourquoi. Et c'est ce côté-là que je veux étudier plus à fond. La première étude sérieuse sur les éclairs a démarré il y a 200 ans, quand Benjamin Franklin a fait voler son fameux cerf-volant. Avant, les éclairs étaient toujours entourés de pouvoirs mythologiques. Les Indiens d'Amérique pensaient que c'étaient les ailes d'un oiseau divin qui fabriquait le tonnerre. Les Grecs croyaient que les éclairs étaient la colère de Zeus. Quant aux Latins, ils s'en servaient pour prédire le futur. Soit craint, soit vénéré, la foudre a toujours eu sa place dans les esprits crédules. Sur la Terre entière, les éclairs frappent environ une centaine de fois à la seconde. Il existe une sorte de vase communicant entre les décharges qui montent et celles qui descendent. Quelles sont les charges exactes? Quel rôle jouent-elles sur le système biologique en frappant la Terre?
Que se passe-t-il au niveau du champ magnétique de la Terre? Nous ne savons rien exactement. Même s'il semble que nous vivions en parallèle avec l'éclair, il a sans discrimination aucune interrompu des milliers de vies. Soit quand vous gravissiez des sommets à pic, ou marchiez tranquillement dans votre ville, ou que vous chassiez les tempêtes, produisant ces éclairs fascinants. Les conséquences sont multiples, et toutes aussi tragiques. Des traumatismes émotionnels, des dommages neurologiques, et des questions sans réponse. Mais un monde sans éclairs n'est pas envisageable. Nous serions privés du plus extraordinaire spectacle son et lumière que seule la nature peut nous offrir. Mais aussi de la puissance naturelle la plus inexpliquée.